Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de géographie. Aujourd'hui, on va faire une séance un peu particulière. On va la faire plus courte que d'habitude. Tout simplement parce que je me suis rendu compte en voyant avec certains d'entre vous que tout le monde n'était pas forcément à jour dans les cours et qu'il y avait des petites difficultés parfois à ne pas prendre du retard. Alors ce que je vous propose, c'est comme on a bien avancé jusque-là, nous allons faire une séance un peu plus courte, c'est-à-dire qu'on va uniquement faire la correction de l'approfondissement, c'est-à-dire du tableau que je vous avais donné à faire en exercice hier, et c'est tout. Je vous enverrai sur Postclass, pour ceux qui souhaitent aller encore un petit peu plus loin et qui sont tout à fait à jour, une vidéo, un extrait d'un reportage du magazine Capital, qui passe le dimanche soir sur la chaîne de télévision M6, et qui avait fait un reportage il y a quelques années sur ces fameux feedlots aux États-Unis. Bien, alors on va reprendre notre tableau là où on l'avait laissé hier, et nous avions déjà rempli la première ligne de ce tableau. On avait dit, on avait localisé les espaces, on avait dit que le Texas se trouvait aux États-Unis en Amérique, et qu'il s'agit d'un pays développé. Et on avait parlé du Sahel, et on avait dit qu'il se trouvait au Sénégal, en partie, qui se trouve donc en Afrique, et que c'est un pays en voie de développement. Maintenant, passons à la deuxième ligne. Les agriculteurs sont nombreux ou peu nombreux. Qui sont-ils? Pour vous aider, vous aviez accès à plusieurs documents. En ce qui concerne le Texas, vous aviez accès à la page 195. C'est la carte avec la densité de population et également la carte des pages 204 et 205 qui montre un petit peu à quoi ressemble l'agriculture dans le monde et l'élevage dans le monde, les différents types d'espaces agricoles, pour vous aider à répondre à cette question. Alors si on regarde la densité de population au Texas, elle est relativement faible, en tout cas dans les espaces agricoles. Il y a des grandes villes au Texas, bien entendu, mais proportionnellement, il y a une densité relativement faible, surtout dans les espaces agricoles. Il ne s'agit pas d'une population rurale. Je vous rappelle, rural, ça veut dire tout ce qui est à la campagne. C'est pas fondamentalement une population rurale. Parce que même les éleveurs vivent dans des villes pour la plupart, ou alors dans des quartiers qui sont pas loin des villes, et on a très peu de zones vraiment rurales. Ça existe, bien entendu, mais c'est rare en ce qui concerne les feedlots. Par contre, si on regarde les ranchs et ce genre de choses, là c'est un petit peu plus des populations rurales. Mais en ce qui concerne les feedlots et cette manière de faire de l'agriculture, c'est avant tout une population plutôt citadine, presque. Et ce sont avant tout des industriels, ces gens-là. Je vous invite vraiment à aller regarder la petite vidéo que je vous enverrai en lien, mais vous allez voir, et on a déjà pu le voir, que les documents que nous avons vus nous montrent que ce sont avant tout des industriels. Si vous prenez le document 2 de la page 196, regardez bien le document, mais ce ne sont pas des paroles d'un agriculteur. On dirait les paroles d'un industriel qui nous parlerait de la recette du Coca-Cola ou qui nous expliquerait comment ces usines de bonbons fonctionnent ou comment ces usines de produits transformés fonctionnent, mais on n'a pas l'impression qu'on nous parle de gens qui sont en train d'élever des bêtes, comme des agriculteurs. Maintenant, si on se concentre sur le Sahel sénégalais, de nouveau, vous avez aussi les mêmes documents à disposition. Et on peut dire que la densité de population est également faible dans la région. Et là, il s'agit d'une population majoritairement rurale. Comment est-ce qu'on le sait? Grâce aux figurés linéaires en trétillé rose qui se trouvent aux pages 204 et 205 sur la carte. Et on voit bien que le Sénégal fait partie de cette zone où la population est majoritairement rurale. Et si on regarde les agriculteurs au sein de la population, ils sont proportionnellement nombreux. Ça veut dire que si on prend toute la population et qu'on compte le nombre d'agriculteurs au sein de la population, eh bien on verra qu'il y a beaucoup de gens qui appartiennent à la catégorie des agriculteurs. Ligne suivante. Le niveau de vie des agriculteurs. Quand on parle du niveau de vie, c'est-à-dire le niveau de richesse, les revenus, etc., etc. Pour répondre à cette question,
vous aviez accès au document 3 de la page 197 et aux pages 158 et 159. Il s'agit d'une carte qui représente les grandes métropoles mondiales. Vous vous êtes peut-être demandé hier en faisant les exercices pourquoi est-ce que j'avais mis ce document à disposition pour répondre à cette question. Eh bien tout simplement parce que sur cette carte, on voit le PIB par habitant et par an en dollars. Et souvenez-vous que le PIB, on avait vu ensemble ce que ça voulait dire, c'est le produit intérieur brut, c'est un indice qui explique le niveau de richesse des habitants. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste un concept un petit peu compliqué, vous le verrez plus tard, mais le PIB, il faut simplement retenir que c'est un moyen de voir à peu près le niveau de vie, le niveau de richesse des habitants, ce que gagnent les habitants par an. Et si on regarde ces documents-là, pour le Texas, on voit que le niveau de vie est élevé, que le PIB par habitant est supérieur à 30 000 $ par an. Les agriculteurs sont des industriels qui gagnent bien leur vie. Et maintenant, si on se concentre sur le Sahel sénégalais, vous aviez le document 3 de la page 201, ainsi que la même carte des pages 158 et 159, et on voit que le niveau de vie est bas, en l'occurrence pour le Sénégal et pour le Sahel. On a un PIB par habitant qui est inférieur à 2 500 $ par an. Les agriculteurs sont des paysans qui ne gagnent pas bien leur vie. Prenons maintenant la ligne suivante, la mise en culture des différents espaces agricoles. La mise en culture, on pourrait dire aussi mise en valeur des espaces agricoles, c'est-à-dire comment est-ce que les agriculteurs cultivent ces terres, de quelle manière est-ce qu'ils cultivent ces terres. Et vous aviez le document 2 de la page 198 pour vous aider pour le Texas. Vous aviez également aussi la carte, si vous voulez vous reporter aux pages 204 et 205, ça pouvait vous aider. Alors tout simplement, on a une agriculture qu'on appelle d'exportation, une agriculture commerciale, avec un élevage intensif et une production commerciale. Souvenez-vous, l'agriculture d'exportation, c'est-à-dire qu'on va vendre les bêtes pour acheter d'autres choses. Et maintenant, en ce qui concerne le Sahel sénégalais, vous aviez le document 3 de la page 201 ainsi que la carte des pages 204 et 205. Et là, on voit qu'on a affaire à une agriculture vivrière, avec un élevage extensif et pastoral. Pastoral, je vous rappelle, ça vient du mot pasteur. C'est la même racine aussi que le mot faire paître. Paître qui veut dire laisser les animaux brouter. Donc le pasteur, c'est celui qui garde les troupeaux. Donc un mode de vie pastoral, c'est un mode de vie où on va garder les troupeaux, on vit avec les troupeaux, etc., etc. Contrairement à un feedlot où on a une production commerciale, c'est-à-dire qu'on ne vit pas avec, on les laisse dans des parcs, on les nourrit avec des tracteurs, et puis basta, il n'y a pas de lien avec. Donc là, on voit bien les deux modes de vie très différents de ces deux types d'espaces. J'espère vraiment que ce tableau va vous aider pour la suite. Vraiment, je suis d'accord, c'était une leçon un peu courte aujourd'hui, mais je préfère vous laisser reprendre un petit peu votre souffle. Je sais que c'est compliqué, ça vous demande beaucoup d'efforts de travailler seul. J'essaye de faire un maximum pour vous aider, mais je sais que ça vous demande quand même un maximum d'efforts. Donc je me suis dit que le plus simple, c'était de vous laisser un petit peu souffler. Et puis on repart correctement la semaine prochaine et on terminera la séquence. Du coup, on pourra faire la fin de la séquence en 1 ou 2 séances. Vous verrez, ça sera assez rapide. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions soit sur PostClass, vous pouvez également me les poser par mail sur École Directe, mais je préfère sur PostClass parce que comme ça tout le monde voit les questions et j'évite de répondre plusieurs fois aux mêmes questions. Vous pouvez également le faire en commentaire de cette vidéo, bien entendu, comme je vous le dis depuis le début, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris un point de la correction ici. Et quant à nous, je nous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon courage pour cette fin de semaine. Passez un bon week-end et reposez-vous bien. À la semaine prochaine.